Bonjour et bienvenue sur Lucia. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du podcast à propos de l'influence de la franc-maçonnerie sur l'art. Alors si vous n'avez pas écouté la première, je vous invite à le faire, mais pour résumer, on s'intéresse ici à l'influence de la franc-maçonnerie sur le classicisme européen au XVIIe et XVIIIe, période importante qui correspond aussi à l'avènement du siècle des Lumières, avec de nombreuses évolutions intellectuelles, politiques, sociétales, etc., qui ont eu une influence sur notre modernité. Dans l'épisode précédent, nous avons fait une sorte d'introduction générale au classicisme européen, à la franc-maçonnerie, et surtout aux liens que nous pouvions faire entre les deux, ainsi que les problèmes que ça soulève. Aujourd'hui, on va tenter d'illustrer un peu tout ça avec la peinture, la musique et la littérature, en se demandant comment la franc-maçonnerie a été influente dans ces domaines, mais surtout, qu'est-ce que cela implique sur nous aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer par la peinture. En 1773, Diderot écrira à propos de l'œuvre La Piété filiale du peintre Greuze, qui était franc-maçon, « D'abord, le genre me plaît, c'est de la peinture morale. Mais qu'est-ce que la peinture morale chez les francs-maçons ? Pour essayer de comprendre ça, il faut revenir aux prémices de l'institutionnalisation de la franc-maçonnerie avec les constitutions d'Anderson, qui sont à la base des fondements de cette organisation et qui mentionnent qu'un maçon est obligé par son titre d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. On retrouve ce passage dans les anciennes obligations qui sont incluses dans les constitutions qui définissent les devoirs des maçons. C'est le premier article qui traite des devoirs d'un maçon envers Dieu et la religion. Alors ce passage, il suggère qu'un maçon est obligé de répondre à la loi morale, et il y a vraiment 1000 façons de définir la loi morale. On peut le faire avec Kant, selon la tradition chrétienne, laïque, humaniste, mais en faisant une synthèse, on pourrait dire que la loi morale, c'est répondre à un ensemble de principes ou de règles éthiques qui guident notre conduite de sorte à faire le bien. Ce bien, il faut qu'il soit universel, c'est-à-dire qu'il transcende les préférences personnelles ou les conventions sociales. Alors si on reprend Kant, suivre la loi morale, c'est agir de sorte à ce que la maxime de notre volonté puisse vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. C'est-à-dire que si on a envie de mentir, il faut d'abord se demander les conséquences que cela aurait si tout le monde mentait. Si l'ensemble des hommes mentent, est-ce qu'il serait possible de vivre en société ? Si la réponse est non, alors il ne faut pas le faire parce que cela voudrait dire que notre action ne serait pas universelle, c'est-à-dire applicable à tous. Quand Diderot ou un franc-maçon parle de morale à cette époque, la signification qu'ils y mettent renvoie vraiment à Kant qui avait théorisé absolument toute la morale de l'époque. Kant aurait fait un parfait petit franc-maçon d'ailleurs. Le passage dit aussi qu'il ne faut pas être un athée stupide ni un libertin irreligieux, dans le sens où il ne faut pas défendre un athéisme militant, parce qu'il serait dogmatique et ce n'est vraiment pas la visée des francs-maçons qui, à cette époque, valorisent justement l'émancipation, la liberté, l'autonomie, le savoir pour tous. Mais du coup, pour en revenir à notre sujet, comment est-ce qu'on comprend bien l'art, pour reprendre les constitutions d'Anderson, et à la manière de Diderot, comment est-ce que les idéaux francs-maçons, en utilisant le médium de l'art, ont pu créer une peinture dite morale ? Y a-t-il une peinture franc-maçonne ? Quelle est l'influence de cette organisation dans la peinture à cette époque ? Dans l'art, on ne relève pas à proprement parler de peinture franc-maçonne. Il n'y a pas eu de courant de la sorte. Par contre, on retrouve de nombreux symboles qui sont francs-maçons et par là même de nombreuses peintures réalisées par des francs-maçons pour communiquer certains messages qui, eux, relèvent de la morale. Dans cette peinture, il y a différentes sources d'inspiration, comme les valeurs maçonniques, les rituels ou encore l'iconographie maçonnique. J'aimerais donc vous parler un peu des valeurs et de l'iconographie maçonnique en illustrant le tout avec des artistes. Alors, à propos des valeurs maçonniques, il y a 3 grands peintres importants que sont Hogarth, Greuze et Vernet. Hogarth, c'est un peintre britannique franc-maçon qui adhère à la loge La Main et le Pommier. Avec sa peinture, il représente le thème de la tolérance avec des personnages qui discutent comme pour illustrer une société basée sur l'échange et l'harmonie entre l'homme et la société. Faut noter que dans la peinture proposée par des peintres qui adhèrent à une loge franc-maçonne, l'homme est toujours au centre. On ne vénère plus la nature ou les animaux, mais bien l'homme imbriqué dans une société qu'il faut rendre meilleure. Hogarth a inspiré un autre peintre qui s'appelle Jean-Baptiste Greuze, dont Diderot écrira d'ailleurs des comptes rendus lors des expositions de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Alors, Greuze, lui, il adhérait à la loge des 9 sœurs, soit la même loge que Voltaire et le célèbre peintre Vernet, dont nous parlerons après.
De la même manière, il est connu pour ses tableaux qui mettent en avant des scènes de la vie quotidienne imprégnées de valeurs morales. Ces scènes sont souvent interprétées comme des mises en image de la nécessité de développer un comportement moralement juste, valeur clé chez les francs-maçons. On retrouve aussi tout le symbolisme du travail et de l'effort propre à cette organisation. Par exemple, dans L'Accordé de village, qui est une de ses œuvres les plus connues, voire la plus connue, l'accent est mis sur le travail comme métaphore de la construction personnelle et morale, mais on retrouve bien évidemment les autres thèmes de la lumière, de la raison, de la fraternité, etc. Et enfin, Vernet. Lui, dans sa peinture, il était assez fidèle aux idéaux maçonniques parce qu'il y trouvait le moyen d'illustrer le quadrivium, c'est-à-dire les 4 disciplines académiques qu'on retrouvait à l'Antiquité que sont l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Ce système éducatif-là était vu comme essentiel pour comprendre les principes mathématiques et harmoniques qui gouvernent l'univers. Vernet, c'était un peintre paysagiste et il cherchait à capturer la beauté et l'ordre de la nature en représentant des formes, des structures, des astres, des proportions parfaites, suggérant en quelque sorte l'importance de la connaissance mathématique et cosmologique. Alors je vous invite d'ailleurs à aller voir son œuvre La Tempête qui illustre assez bien tout ça. On peut faire le lien avec la franc-maçonnerie par sa valorisation de la quête de la connaissance et la compréhension de l'univers avec l'idée de la lumière, et ça fait écho aux idéaux maçonniques avec l'harmonie cosmique et l'ordre universel, connaissable par l'étude de la géométrie, de l'astronomie, de la peinture. Symboliquement, Vernet apparaît un peu comme l'artiste qui cherche à comprendre et organiser le chaos du monde, ce qui est très franc-maçon. Alors bien que Vernet ne soit pas explicitement franc-maçon, ses œuvres montrent beaucoup de valeurs de l'organisation où la nature et l'homme coexistent dans une quête d'équilibre entre chaos et ordre, ce qui nous rappelle la dualité franc-maçonne des ténèbres et des lumières. Alors, à propos de l'iconographie maçonnique maintenant, d'autres peintres maçons ont essayé de faire figurer des scènes représentatives au sein des loges, comme Jean-Baptiste Lebas par exemple, qui peignait des cérémonies, des rituels et des initiations. On retrouve aussi l'importance du célèbre peintre William Blake, qui a proposé une peinture qui s'appelle « L'Europe, une prophétie », qui montre le grand architecte de l'univers avec un compas à la main, donc qui est un des 3 symboles principaux de la franc-maçonnerie avec le livre sacré et l'équerre. Le compas représente en fait l'esprit et sa sagesse par la rigueur et la mesure. Ici, l'architecte crée le plan d'œuvre qui permet à l'esprit de s'exprimer, et donc c'est le vecteur de la spiritualité ésotérique et qui est aussi illustrée avec le titre par le terme prophétie. Le compas, qui représente donc l'esprit, va de pair avec l'équerre qui symbolise plutôt la matérialité. Le compas ne va pas sans l'équerre car il s'agit de créer un juste alliage entre la matière et l'esprit chez les francs-maçons, c'est-à-dire entre notre vie terrestre exotérique et notre vie ésotérique immatérielle. L'ésotérisme franc-maçon a par ailleurs attiré certains courants artistiques comme le surréalisme par exemple, et certains peintres surréalistes se sont donc prêtés à l'exercice de la représentation de la franc-maçonnerie par leurs œuvres comme Paul Dermet ou Marcel Jean. On retrouve d'ailleurs beaucoup de ces œuvres exposées au musée de la franc-maçonnerie à Paris, au Grand Orient de France. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, toute une partie du musée est dédiée au surréalisme. Alors maintenant que nous avons parlé de tous ces artistes et les motivations qui les guidaient, j'aimerais illustrer un paradoxe à propos de cette peinture franc-maçonne, parce que l'art proposé par certains francs-maçons peut souffrir d'un manque d'authenticité et en effet, il s'est souvent vu corrompu pour correspondre aux idéaux gouvernementaux et cela diffère d'avec 2 de leurs valeurs, la liberté mais aussi la prudence, ou plutôt la tempérance. Certains de ces peintres étaient au service de l'État parce que l'État était le garant des bonnes mœurs de l'époque. Et du coup, il fallait se plier au pouvoir en place pour ne pas connaître la censure ou soulever trop de questions. Par exemple, Antoine Gengros a dû peindre une œuvre qui s'intitule « Napoléon Ier visite le salon du Louvre et distribue aux artistes des croix de la Légion d'honneur ». C'est clairement pompeux comme titre, mais ça relève surtout d'une demande de l'État, c'est de la corruption de l'art, et pour pousser un peu le bouchon, moi ça me fait penser à toute la réflexion de Ricoeur sur l'art en lien avec la politique. Il expose dans un ouvrage qui s'intitule « La critique et la conviction, les dangers de l'intellectuel et de l'artiste qui s'engagent trop dans le pouvoir politique ou religieux en place ». Les risques qu'il expose sont la dérive totalitaire, l'apologie cléricale ou l'apologie politique.
Dans un régime un peu trop dur, l'État demande aux intellectuels et aux artistes de se soumettre à des lois précises. On l'a notamment vu dans une Europe communiste où les artistes devaient répondre aux attendus de l'État pour continuer d'exercer. Et le problème, c'est que l'artiste est tenté de se soumettre à cette hiérarchie parce qu'il veut être utile. Ricoeur nous dit que dans ce cas de figure, l'artiste se trompe parce qu'il ne doit pas se soumettre à une idéologie politique ou religieuse, il doit d'abord se soumettre à la problématique de son propre art. Il ne faut pas que l'art ait pour but de défendre une idéologie. Selon lui, en revanche, ça peut être son effet et ça, nous n'y pouvons rien. C'est aux artistes de créer de l'effet s'ils souhaitent défendre une cause. Le risque, c'est le manque d'authenticité, mais aussi la perte d'autonomie, ce qui est dangereux parce que ça renvoie à une faiblesse d'esprit qui nous pousse à ne plus nous questionner, dépendre des autres et de systèmes politiques plus que questionnables. Il faut que le peuple soit un contre-pouvoir si besoin, au cas où le régime en place ne réponde plus à sa fonction, c'est-à-dire représenter les intérêts du peuple. Il n'y a pas un peuple et un régime qui lui dicte quoi faire, c'est le peuple qui doit décider pour le régime. Les dirigeants politiques sont nos obligés parce que c'est nous qu'ils doivent représenter et c'est les fondements d'une république démocratique. Ça a été fait dans cette idée-là, mais on l'oublie souvent. Bref, c'est un peu ce qu'on retrouve avec Antoine Gengros et ça destitue clairement le rôle de l'art. Ici, l'art ne répond plus à son propre ordre, celui de proposer du beau, mais devient un outil de manipulation. Pour conclure sur la peinture, on peut dire que même sans courant pictural dédié, la franc-maçonnerie a imprégné l'art de ses symboles pour illustrer des valeurs morales, mais ses aspirations ont souvent dû composer avec les impératifs politiques de leur époque, poussant certains artistes à ajuster leur expression pour éviter la censure. Dans ce cas, la volonté de permettre un accès à des idéaux transcendants s'efface vite, au profit de réalités matérielles, et donc c'est assez inauthentique, ça ne nous communique pas du tout le bon message, voire ça peut être dangereux. À propos de la musique maintenant, on peut dire que la franc-maçonnerie partage avec elle un point commun, dire l'indicible, aller se situer au-delà des mots en proposant une expérience ou une initiation. C'est un peu l'exemple du concert qui ne se décrit pas mais qui se vit. Ce qui est particulièrement intéressant dans la franc-maçonnerie en lien avec la musique, c'est donc cette manière commune de procéder avec l'initiation. Cela se vit. Par ailleurs, il faut dire que c'est un art qui se prête particulièrement bien à l'exercice de la défense des valeurs franc-maçonnes. Parce que la musique se doit, comme la peinture, de jouer avec des contrastes, de tonalités, de formes, et alors on retrouve souvent le passage d'un moment impressionnant avec beaucoup d'instruments ou une intensité marquée, à un passage plus doux et mélodieux, et ça peut symboliser de manière assez explicite le passage des ténèbres à la lumière. De la même façon, l'ordre et la symétrie, si chers au corpus théorique franc-maçon, se retrouvent aussi très facilement dans la musique, dès lors que celle-ci veut créer un refrain par exemple, avec des notes qui reviennent, qui se touchent par symétrie. Bref, la musique c'était un médium parfaitement intéressant pour diffuser des idées. Alors, le premier musicien franc-maçon dont j'aimerais vous parler, vous le connaissez tous, c'est Mozart. Depuis l'enfance, Mozart fréquentait des francs-maçons de la société autrichienne et il a été initié en 1784 dans la loge à la bienfaisance. Il sera d'ailleurs nommé musicien de la Chambre impériale l'année d'après. Il insiste notamment dans ses œuvres sur la fraternité, le chemin à la sagesse et offre une réelle reconnaissance au créateur de l'univers. La première œuvre maçonnique écrite par Mozart, c'est le Chant du voyage des compagnons, et Einstein fait d'ailleurs une remarque assez pertinente sur cette œuvre en lien avec la franc-maçonnerie. Il dit que Mozart propose des notes liées deux par deux, comme pour représenter la fraternité. Et c'est assez parlant quand on l'écoute, je vous invite à le faire. Ensuite, Mozart compose la cantate maçonnique, La joie du maçon, qui fait deux éloges, un à un illuminé important et l'autre à Joseph Sage qui aurait protégé la maçonnerie. En tout, Mozart a composé une dizaine d'œuvres destinées à la franc-maçonnerie et la plus connue, c'est certainement La Flûte enchantée qu'il a écrite en 1791. Alors, cette œuvre, elle paraît d'emblée comme une composition très simpliste aux yeux de tous, un peu naïve et féerique, mais en fait, elle regorge de symboles. C'est sans grande surprise une mise en scène de la lutte entre les ténèbres et la lumière sous la forme d'un parcours initiatique avec différentes épreuves. L'introduction de l'œuvre commence par une batterie de 5 accords. Le 5 en franc-maçonnerie est associé au féminin, puisqu'il serait le nombre d'Aphrodite, déesse de l'union fécondatrice, et complément du chiffre 3 qui réfère lui au masculin.
On a aussi une référence aux ténèbres parce que cette ouverture commence par une mélodie assez obscure avant de devenir plus légère et lumineuse, où Mozart utilise alors une batterie de 3 accords, référant au masculin. Ce qui nous laisse à penser que le féminin est associé aux ténèbres alors que le masculin, lui, est associé aux lumières. De la même manière, on relève 3 dames, 3 jeunes garçons, 3 instruments, 3 coups de tonnerre pour annoncer l'une des 3 apparitions de la Reine de la Nuit. Le chiffre 3 renvoie une fois de plus à la masculinité, mais aussi à la connaissance, à la lumière. Ce qui est également à souligner, c'est l'utilisation des couleurs. On note 3 dames vêtues de noir et d'argent, le noir donc qui renvoie aux ténèbres, et l'argent qui est une symbolique féminine, alors que les hommes, eux, sont vêtus d'habits blancs et dorés, symbole de la lumière, vous l'aurez compris, et l'or de la masculinité chez les francs-maçons. Toute l'œuvre montre en fait la dualité entre la lumière, la connaissance et l'obscurantisme, représenté par le bien, Sarastro, et le mal, la reine de nuit. Alors pour contrebalancer ce déséquilibre masculin-féminin, un personnage féminin et un personnage masculin vont s'unir pour incarner la valeur fondatrice de l'égalité, et alors le féminin et le masculin entrent ensemble dans les lumières et la connaissance. C'est en définitive ce que souhaitait illustrer Mozart. L'obscurantisme étant représenté par l'appartenance de la femme aux ténèbres et la lumière par l'homme, il montre qu'en définitive, l'homme et la femme se rejoignent en un même lieu, visée assez progressiste pour l'époque et qui lui a valu les foudres. Cette œuvre est passionnante, je vous invite vraiment à aller l'écouter pour vous en rendre compte, et en plus elle illustre parfaitement bien l'idéal souhaité par les francs-maçons avec la valeur de l'égalité. C'est le début de l'universalisation du savoir pour tous. Alors, dans ses amitiés aussi, Mozart a été influent, et ce n'est pas sans lien avec l'initiation d'autres musiciens en franc-maçonnerie, comme par exemple Haydn, qui était un peu le meilleur ami de Mozart. Il écrivait d'ailleurs à son propos « Lui seul a le secret de me faire sourire, de me toucher au plus profond de mon âme ». Haydn a aussi été le professeur de Beethoven plus tard, qui vouait une véritable admiration pour ce duo, en fait, Mozart-Haydn. Haydn, lui, a adhéré à la loge La Vraie Concorde, soit la plus grande loge de Vienne. Vraiment rien d'étonnant parce que tout se passait à Vienne à l'époque. Il a notamment été à l'origine d'une œuvre, La Création, dont beaucoup de ses traits réfèrent à l'enseignement maçonnique. On retrouve en effet une parenté entre son œuvre et les versets 1 à 5 de l'Évangile selon saint Jean, qui sont souvent lus pendant la cérémonie d'ouverture des travaux dans les loges traditionnalistes. On retrouve un chaos originel, puis une organisation des éléments, avec l'évocation du bonheur qui réfère à la lumière suite à l'intervention du grand architecte de l'univers. En conclusion, la relation entre la franc-maçonnerie et la musique montre comment les idéaux maçonniques ont inspiré des compositions profondément symboliques. À travers des œuvres comme La Flûte enchantée, Mozart a intégré des thèmes de fraternité, de lutte entre lumière et ténèbres, et d'égalité entre hommes et femmes. Ces créations ne se contentent pas d'être de simples divertissements, mais deviennent de vrais véhicules pour transmettre des messages spirituels et philosophiques, incarnant ainsi l'essence de l'initiation maçonnique à travers la musique. Enfin, le dernier pan que j'aimerais aborder concerne l'influence de la franc-maçonnerie dans la littérature. Et j'aimerais commencer par Voltaire avec son fameux traité sur la tolérance qui se termine par « Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères ». Ici, frère a une résonance particulière, vous vous en doutez, parce que Voltaire était franc-maçon comme tous les autres. Voltaire est souvent reconnu comme un franc-maçon notoire, mais il s'est engagé sur le tard, sans avoir passé tous les rites d'admission, et pourtant il a reçu le tablier de grade de maître qui avait appartenu à Helvétius. Il est mort quelques temps après et ne compte donc à son actif que 53 jours d'affiliation à la franc-maçonnerie, alors même que c'était certainement le plus grand maçon de son époque. Toute sa vie, il semble avoir défendu les principes et idéaux francs-maçons de par sa philosophie, et d'ailleurs, Bricaire de la Dix-Méry écrira à propos de Voltaire « Au nom seul de l'illustre frère, tout maçon triomphe aujourd'hui. S'il reçoit de nous la lumière, le monde la reçoit de lui. » Alors, il faut noter que ce traité sur la tolérance avait pour origine une cause assez noble, celle de la réhabilitation d'un citoyen protestant innocent accusé d'avoir tué son fils converti au catholicisme. Il s'est inspiré de la méthode socratique avec un jeu de questions et de réponses pour opérer une réelle maïotique auprès de ses lecteurs. Les valeurs communes défendues par Voltaire et la franc-maçonnerie ont d'ailleurs permis à de nombreux sujets cruciaux d'émerger. Dans Candide, par exemple, on critique la naïveté et le dogmatisme pour mettre en avant une vision critique et raisonnée du monde. Le jardin cultivé à la fin du roman peut être vu comme une métaphore de l'effort humain et de la quête de perfection. Il critique aussi les inégalités sociales et politiques de son temps.
Enfin, dans les lettres philosophiques, on retrouve également une critique des institutions politiques et religieuses. À la lumière de tout ça, ce qui semble questionnant, c'est justement cette quête de vérité et de perfectionnement. À qui profite-t-elle en définitive ? Est-ce que les peuples sont compris dans cette vision ? Est-ce que les œuvres de Voltaire n'ont pas plutôt pour but une utilisation élitiste et discriminante envers les peuples et au profit du régime en place, comme nous l'avons vu pour la peinture ? Et pourquoi vouloir la vérité à tout prix ? Est-ce à la philosophie de montrer le vrai ? Et pourquoi ne se perd-on pas dans cette quête ? On pourrait très facilement basculer sur Nietzsche qui destitue cette quête de vérité au profit d'une quête de volonté de puissance, de création, mais cela pourrait faire l'objet d'un prochain épisode, dites-moi si cela vous intéresse. Faut-il vouloir le vrai ? Et si oui, comment ? Alors en littérature, il y a un autre écrivain majeur qui est connu pour ses affinités avec la franc-maçonnerie, et c'est Goethe, qui a été initié à Weimar en Allemagne. Dans Faust notamment, il aborde des thèmes comme la quête de la connaissance, la dualité de la nature humaine et de l'amélioration de soi, concepts centraux de la franc-maçonnerie. Il a aussi écrit un poème qui s'appelle Les Mystères, qui traite directement de rituels initiatiques francs-maçons, vraiment plus personne ne s'en cache. On retrouve le symbole de la montagne pour représenter l'élévation spirituelle et la quête de vérité, le brouillard, la brume qui représente l'obscurité et l'ignorance qui enveloppent l'esprit avant que la lumière n'arrive. Le soleil, mais aussi les épreuves qui font référence aux différents passages de la transformation personnelle que les maçons vivent pendant leur initiation et leur progression dans l'ordre. Alors Goethe a appartenu 52 ans à la franc-maçonnerie et on peut le considérer comme la charnière entre la culture classique et le romantisme, ce qui est vraiment très intéressant parce que ces deux époques n'ont vraiment pas les mêmes aspirations. La culture classique, puis le siècle des Lumières, c'est proposer une sorte de transparence, la raison est maître de tout, il faut démontrer, prouver, expliquer, alors que le romantisme, c'est vraiment de l'ordre de l'opacité, pas du tout transparent, on parle de sentiments, pas de savoir et rien n'est prouvable. Il y a une grande importance qui est attribuée à ce qui ne se dit pas, à l'inconscient, mais c'est anachronique de dire inconscient parce que ça apparaît plus tard avec Freud, mais c'est des périodes qui n'ont rien à voir et Goethe avait la particularité d'être le relais de ces deux époques en même temps, ce qui est vraiment fascinant. Comment lier la raison et les sentiments, l'opacité et la transparence ? Est-ce que c'est si indissociable que ça ? Ça aussi on pourrait en parler dans un prochain épisode. À l'époque, l'engouement autour de la franc-maçonnerie est assez fort et Goethe fréquente sa loge très régulièrement. Il compose d'ailleurs pour elle des chants et il y entraîne son ami Karl Auguste, prince allemand et duc de Saxe-Weimar-Eisenach, désolé je suis vraiment pas germaniste, et ça il l'a été de 1758 à 1828. Ils seront alors membres de la stricte observance qui finira par s'arrêter car, je cite, « elle y voyait du jésuite de partout ». Ensuite, ils rejoindront l'ordre inférieur de la stricte observance, puis les Illuminés de Bavière, et Goethe prendra ensuite ses distances avec la franc-maçonnerie, qui prenait des tournures beaucoup trop anarchiques pour lui qui était assez légaliste. Il mettait déjà en lumière ces dérives qui se tournaient vers l'occultisme. Il disait d'ailleurs dans Wilhelm Meister « Rejetons le factice maçonnique, la tromperie, le faux-semblant, l'autosatisfaction, l'ambition méprisable ». La franc-maçonnerie devient pour lui le lieu du mensonge, de la tromperie et de l'anarchie, sans cause légitime. L'intégralité de son œuvre traduit une volonté d'action et d'amour, et il cherchait dans la franc-maçonnerie le sens d'une fraternité pour élever l'être humain et développer la connaissance, mais il n'a pas été rassasié, et il le résume parfaitement dans Faust II. Harcelé par l'administratif et la franc-maçonnerie à laquelle il n'adhère plus vraiment, il ira se réfugier en Italie où il retrouvera de l'enthousiasme grâce au simple principe de la beauté italienne qui régnait dans les arts à cette époque. Ce qui est à noter, c'est surtout que Goethe pointait l'élitisme et l'absolutisme des francs-maçons et y préférait l'action sociale, comme le souligne Faust. Il faut savoir que Goethe a aussi été ministre de la Culture en Allemagne de 1794 à 1832. Il y avait été nommé par son ami Karl Auguste, dont nous avons parlé juste avant. Avec cette fonction, il se rend compte de plein de problèmes en Allemagne et notamment il se heurte à la liberté d'enseignement et la laïcité inexistante de son pays. Il essaye malgré tout de faire se démocratiser le savoir en organisant divers enseignements à l'université comme la minéralogie, l'histoire, la médecine ou encore la botanique. Disons que ce qui nourrissait Goethe, en définitive, reposait sur le rayonnement culturel et l'amour de l'humanité, c'est ce qu'on voit dans les conversations avec Eckermann. Déçu des apports de la franc-maçonnerie, il essaiera de faire croître ces aspects par la politique gouvernementale en qualité de ministre. Il faut noter que ce dernier point est en quelque sorte ce qui lui a permis de sortir de la franc-maçonnerie, car il avait d'autres moyens de soutenir ses idéaux.
Ça nous ramène encore une fois à l'élitisme de la franc-maçonnerie et sa nécessité d'appartenance pour prôner des valeurs humaines à cette époque. Alors comment faire résonner l'importance de l'éducation et de la culture en dehors de ce cercle d'influence certain ? La franc-maçonnerie a donc profondément influencé la littérature en inspirant des auteurs comme Voltaire ou encore Goethe à explorer des thèmes de fraternité, de quête de vérité et d'amélioration humaine. Voltaire a utilisé ses œuvres pour défendre la tolérance et la critique sociale, tandis que Goethe, bien qu'inspiré par les idéaux maçonniques, s'est distancié de la fraternité en raison de son élitisme et de ses dérives occultes. Cependant, on peut dire que ces écrivains ont tous deux cherché à dépasser les limites de la franc-maçonnerie en utilisant la littérature comme un moyen plus universel et accessible de promouvoir leurs idéaux. En bref, le classicisme européen et la franc-maçonnerie partagent un intérêt pour la raison, la mesure, l'harmonie, caractéristiques majeures de l'art et de la pensée classique comme nous l'avons vu. L'humanisme et les idéaux des Lumières qui suivent la période classique intègrent des principes de proportion et de symétrie inspirés des modèles de l'Antiquité gréco-romaine. Les loges maçonniques valorisent la quête de la perfection morale en écho aux vertus classiques comme la tempérance et la justice. Ces mouvements se rejoignent dans leur admiration pour un ordre universel. Cependant, l'influence qu'a reçue le classicisme européen puis les Lumières par la franc-maçonnerie a engendré des problèmes tels que l'élitisme intellectuel et une certaine rigidité morale basée sur les vertus classiques. Ça a d'ailleurs accentué les conflits avec l'Église catholique, mais pas que, qui percevait la franc-maçonnerie comme une menace. L'adhésion à des formes esthétiques conservatrices a également freiné l'innovation, alors même que la visée était plutôt progressiste, tandis que l'idéal d'ordre hiérarchique s'est parfois heurté au mouvement démocratique et révolutionnaire, créant des tensions idéologiques internes. L'art et la franc-maçonnerie ont donc beaucoup de points communs, comme nous l'avons vu, et surtout pendant le XVIIe et XVIIIe. Ce qui a eu une grande influence sur notre époque qui est basée sur les valeurs progressistes de l'époque, sur le plan politique et même sociétal. Dans la première partie, je vous avais partagé les questions que je m'étais posées et on y a répondu tout au long des 2 épisodes, mais je souhaitais vous faire un petit récap. On s'était notamment questionné sur l'influence de la franc-maçonnerie sur les symbolismes et les thèmes dans l'art, son accessibilité à un public non initié, la contribution des idéaux maçonniques aux Lumières et la portée réelle de cette influence. Nous nous sommes aussi demandé si elle avait été utilisée plutôt comme acte de résistance ou de conformisme. Alors tout d'abord, à propos de l'influence de la franc-maçonnerie sur les symbolismes et les thèmes dans l'art, on peut dire qu'elle a joué un rôle majeur dans la création et l'intégration de symboles et thèmes ésotériques, mais aussi allégoriques, dans l'art, en particulier à travers des motifs comme le compas, l'équerre, la lumière ou encore les colonnes du temple. Ces symboles, bien qu'ils soient issus d'une tradition ésotérique, se sont infiltrés dans des œuvres littéraires, picturales et architecturales comme on a pu le voir. Alors même si le public non initié accédait à ces symboles à l'époque, il n'en saisissait pas le sens maçonnique parce que leur signification était voilée. Et ça rejoint la grande question que nous avons soulevée sur l'hypocrisie de la franc-maçonnerie, qui souhaitait rendre accessible le savoir pour tous en utilisant de belles valeurs, mais qui était en fait très élitiste et incompréhensible pour quelqu'un de lambda. Ensuite, sur la contribution à la diffusion des idéaux des Lumières et sa portée réelle, on peut dire que les valeurs maçonniques, la raison, la tolérance, l'égalité, la fraternité, se sont alignées avec les idéaux des Lumières qui ont eu besoin du classicisme, parce qu'elles avaient un peu les mêmes objectifs, l'autonomisation du peuple, la liberté, la clarté, et donc ça a offert à la franc-maçonnerie un rôle important dans le développement de ces idées. Elle a grandement participé à démocratiser des avancées sociales majeures qui nous paraissent normales aujourd'hui, mais qui n'existeraient pas sans les francs-maçons. Là, je pense aux droits de l'homme, par exemple. Il faut noter aussi qu'à l'époque, être un grand penseur qui propose de vraies choses, ça va souvent avec la franc-maçonnerie qui était encore assez noble dans ses pratiques, ses idées, et c'était beaucoup plus entremêlé. C'était même compliqué d'être un grand penseur sans adhérer à la franc-maçonnerie comme on a pu le voir parce qu'elle avait un rayonnement, une force, des réseaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus séparé, on peut penser, raisonner loin, influencer des grandes avancées sans appartenir à ce cercle, même si ça reste, on va pas se le cacher, un des réseaux les plus influents dans les cercles intellectuels qui a de vrais moyens, de vrais contacts. Et enfin, la dernière question, c'était est-ce que l'usage des symboles maçonniques représentait plutôt des actes de résistance ou de conformisme ? Les symboles maçonniques ont souvent été utilisés pour exprimer des idées de justice, de liberté et de réforme sociale. Dans certains cas, ils ont servi à critiquer l'absolutisme
ou les inégalités sociales, et donc c'était plutôt vu comme des actes de résistance. On peut notamment penser à Hogarth qui faisait des peintures chaotiques pour mettre en avant l'impuissance des dirigeants, qui ne faisaient que renforcer des structures inégalitaires. Il y a notamment une œuvre d'Hogarth dont je ne vous ai pas parlé, il me semble, qui est assez parlante pour ça, et c'est la Marche des gardes du roi, que je vous invite à aller regarder. On a aussi vu le cas de Greuze avec sa peinture L'accordé de village, où il y montre une scène de mariage paysan qui célèbre le travail, la pureté d'un foyer, sa simplicité, ce qui représente un idéal social plus proche de celui des francs-maçons que celui auquel ils ont fini par adhérer dans les grands cercles de penseurs fermés. C'est une critique adressée aux francs-maçons qui ont fini pour certains par rejoindre les dirigeants qu'ils critiquaient en oubliant toutes les valeurs fondatrices qui les avaient poussés à devenir francs-maçons. Dans d'autres contextes, les symboles maçonniques ont renforcé un sentiment d'appartenance à une élite en justifiant ou soutenant des valeurs sociales conformistes. C'est l'exemple d'Antoine Gengros avec son tableau sur Napoléon, mais il y en a beaucoup d'autres, comme par exemple Élisabeth Vigée-Lebrun. C'est celle qui a peint le portrait assez célèbre de Marie-Antoinette et de ses enfants. Volontairement, en fait, elle a redoré l'image de la reine en présentant une image de la monarchie qui renforce des valeurs familiales, vertueuses. Et ce tableau a en effet suscité la sympathie et le respect pour la famille royale en les humanisant, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à humaniser dans cette famille. Ça déroge complètement avec les idéaux francs-maçons, alors qu'Élisabeth Vigée-Lebrun fréquentait très souvent des cercles maçonniques justement. Ça rejoint en fait toute la réflexion qu'on a eue avec Ricoeur sur l'authenticité de l'artiste et ce que ça implique. Sur nous, la franc-maçonnerie de cette époque a eu une assez grande influence dans le sens où ils ont contribué à bâtir une république démocratique, qu'ils ont développé absolument toutes les valeurs morales qui sont valorisées aujourd'hui, mais ça pose aussi de nombreux problèmes, comme on l'a vu avec le manque de transparence, l'agir par intérêt, l'importance de Lucifer dans certaines doctrines maçonniques, bref, des choses vraiment problématiques dont nous ne sommes pas sortis puisque les francs-maçons continuent d'avoir une influence considérable sur notre vie sociétale. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère que celui-ci aura été éclairant et questionnant. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours pour que l'on puisse continuer de penser ensemble. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur l'Instagram du podcast lucia.podcast. Rendez-vous pour le prochain épisode le dimanche 1er décembre. Prenez soin de vous et à très bientôt.